Grimani qui vient de Paris et qui passe quelques semaines, je pense, à San Francisco. Oui, exactement. Et je lui ai demandé si elle pouvait venir nous parler un peu de sa biographie à elle. Et après, nous parlons un petit peu de Simone Signoret. Et étant donné qu'elle sait chanter, elle va nous chanter, je crois, 2 chansons en français ou une en français? Une en français et une en espagnol. Ah oui, c'est vrai. Vous connaissez plusieurs langues, c'est Oui, ça? je parle 5 langues. Oui. Quand vous chantez en espagnol, c'est vous qui chantez en espagnol? C'est moi qui chante en espagnol. Ah, c'est bien. Et vous connaissez combien de langues en fait? Je parle couramment 5 langues, j'en connais à peu près 6 ou 7 et je chante en 16 langues parce que pour les chanteurs, il faut pouvoir s'adapter à un répertoire immense de chansons dans toutes les langues du monde. Est-ce que c'est vrai que quand on connaît une ou 2 ou plusieurs langues, c'est plus facile d'apprendre toutes les autres? Ah, certainement. Certainement. Quand on connaît par exemple le latin, eh bien, on apprend facilement l'italien, le français, l'espagnol. Si on connaît le grec, on peut facilement apprendre l'espagnol, l'italien, toutes les langues latines. Quand on connaît l'allemand, parce que je parle allemand également, on peut très facilement apprendre l'anglais, le néerlandais que je parle également, et d'autres langues scandinaves. Donc c'est la base qui est C'est des bases qui sont importantes, les bases et l'oreille. Et puis j'enseigne les langues depuis 30 ans. Ah bon, Alors j'étais encore au lycée que déjà j'enseignais. En parlant de langue, est-ce que vous pensez qu'il faut être doué ou bien vous pensez que c'est une question d'être exposé à une culture qui vous expose à plusieurs langues? Je crois que ce qui est important avant tout, c'est d'avoir l'oreille. D'accord. Et ensuite d'être exposé également. La partie primordiale, c'est d'avoir une bonne oreille. Quand on a une oreille musicienne, on apprend une langue beaucoup plus facilement. Mais en même temps, si on est exposé, si on vit en Italie, si on vit en France, si on vit dans tous les pays du monde, évidemment, on a la facilité d'entendre. Dans votre cas, ça a été mon cas. Ça a été mon cas. Ça a été les voyages surtout. Oui, non, mais j'ai étudié toutes les langues. Aussi en classe. Au lycée, à l'université, j'ai fait 5 langues. Je suis linguiste en même temps que j'ai un doctorat de littérature française, mais je suis également donc linguiste et docteur de linguistique appliquée. Étant donné que vous êtes docteur, justement, c'est une question vraiment qui me préoccupe. Il y a beaucoup de gens qui passent des années dans une classe, c'est-à-dire qui passent des années à apprendre une langue et qui finalement ne la parlent pas. C'est-à-dire, c'est bouché, quoi. Ça sort pas de la bouche, c'est tout dans la tête, mais rien. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc, est-ce que vous pensez que le meilleur moyen d'apprendre les langues, c'est d'aller dans le pays? Ce qui est essentiel, évidemment, quand on veut être docteur et faire de la recherche, on reste dans un laboratoire. Et si on veut parler la langue et enseigner dans la langue, il faut d'abord ou se déplacer ou aller en France régulièrement ou du moins dans un pays francophone. Je parle du français, c'est pareil pour toutes les langues. Oui. Et essayer tout de même d'avoir l'accent comme la langue maternelle, les expressions idiomatiques, voilà, absolument. Il faut connaître la langue à fond pour donner l'impression qu'on parle la langue comme sa langue maternelle. Et dans votre cas, justement, quelles sont les langues que vous parlez comme langue maternelle? Je parle français, je parle anglais, je parle allemand, je parle néerlandais, je parle espagnol, un petit peu d'italien. Et puis vous pouvez switch, c'est-à-dire je peux passer d'une langue à l'autre comme ça? Assez facile, oui, je peux facilement passer d'une langue à une autre. C'est vraiment admirable. C'est un entraînement rapide du cerveau parce que j'ai fait beaucoup d'interprétariat simultané qui vous oblige à vous devez penser dans la langue. Ça, c'est primordial. Pour parler une langue correctement, il faut d'abord la penser. D'accord. Et ensuite la parler. Est-ce que c'est important de vous apprendre très jeune? Très jeune, je crois que le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est d'apprendre une langue comme avant 20 ans, peut-être? Comme les enfants. Voilà. Les enfants apprennent donc les vous avez langues. appris 5 langues avant l'âge de 20 ans, Pas toutes les langues. J'en ai appris 3 avant mes 20 ans. D'accord. Donc c'est important quand même. C'est très important. Et puis alors, si on est plus âgé qu'un enfant, parce qu'on ne peut pas rester enfant toute sa vie, il faut avoir la conception de parler la langue ou d'apprendre une langue comme les enfants le font. Et vouloir le faire. Spontanéité de parler. D'accord. Donc il y a quand même de l'espoir pour moi d'apprendre votre langue. Bien sûr, bien sûr. Non mais j'ai 36 ans, mais c'est-à-dire je connais 3 langues. Vous avez 36 ans, vous en paraissez 21, donc vous avez le temps d'apprendre 6 langues. Non, mais je peux apprendre d'autres langues et il y a quand même du temps, quoi. Enfin, c'est-à-dire, après 30 ans, on peut toujours apprendre, quoi. Ah oui, et puis il faut une bonne oreille, une oreille de musicienne, ou puis alors il faut être disponible. Il faut être disponible. On n'a pas tellement de temps, mais je voudrais quand même, je trouve que
licence de musique et de linguistique germanique. Et après cela, j'ai travaillé à la radio, à la télévision, aux Jeux Olympiques. En fait, tout ce qui était langue, c'était Sonia à qui on faisait appel. Après ça, on m'a envoyée aux Philippines où j'ai travaillé comme interprète, puis à Hong Kong. Je suis revenue en Australie. Je me suis mariée à un gréco-vénitien qui, lui, enseignait à l'Université de Melbourne. Après ça, nous avons été engagés par l'UNESCO. On va peut-être prendre 2 minutes. L'UNESCO, c'est une organisation qui essaie de répandre, pas de répandre, disons Oui, de répandre dans le monde entier, dans tous les pays qui sont États membres donc, de l'UNESCO, qui est une agence des Nations Unies, de répandre l'éducation pour tous, la culture pour tous, l'alphabétisation qui est importante dans beaucoup de pays du tiers-monde, c'est une organisation culturelle, d'éducation, scientifique, de communication. Ok, mais UNESCO, ça stand pour quoi? United Nations? C'est les Nations Unies pour l'éducation, les sciences, la culture, la communication. Ah d'accord, voilà, c'est ça ce que je voulais savoir. Oui. D'accord. Et le siège est à Paris. D'accord. Et de tous les pays que vous avez voyagé, quel est le pays qui vous plaît le plus ou qui vous a le plus, enfin, qui semble être le plus raisonnable ou le meilleur quel est le pays qui vous semble être le meilleur pays du monde? C'est difficile, c'est une question qui est vraiment très très difficile à répondre parce que d'abord je me sens citoyenne du monde et je crois que c'est la seule manière d'être si on veut voyager comme je l'ai fait et s'adapter un petit peu partout, tout de suite au mode de vie. Est-ce que les gens du monde sont les mêmes? Non, je crois que les gens du monde, les citoyens du monde espèrent devenir ce que moi j'espère de devenir, c'est-à-dire d'avoir une conception très large du monde et d'être heureuse partout où je suis, de m'adapter aux gens de partout et d'avoir ce sens d'adaptabilité, de s'adapter au système, au mode de vie, à la langue. Et ça, on est capable de le faire si on parle les langues et si on a l'esprit très ouvert et si on est extrêmement tolérant. D'accord. Et donc, dans tous les pays du monde, tous les citoyens du monde, les gens sont vraiment sont des êtres humains, quoi. Ce sont des êtres humains qui ont l'esprit universel. Voilà, le but c'est ça, c'est de se plaire en Asie quand on est en Asie, se plaire en Europe quand on est en Europe, se plaire en Amérique latine quand on est en Amérique latine, et puis de se sentir bien en Amérique quand on est en Amérique, aux États-Unis. Et qu'est-ce que vous avez à dire sur les États-Unis? J'aime beaucoup la Californie. Je trouve que la Californie ressemble à l'Australie. C'est un pays neuf, un pays dynamique, un pays où les gens s'intéressent à beaucoup de choses. Je suis contente de voir que, surtout à San Francisco et en Californie, on s'intéresse à tout ce qui est France et la France, la culture, l'élégance, la cuisine, tout ce qui émane de ce merveilleux pays. Donc vous n'avez rien de négatif à dire? De négatif, c'est un pays neuf. C'est un pays neuf. On ne peut pas comparer un pays neuf, disons, de 200 ans à un pays qui a 2000 ans. D'accord. Donc, pour vous, étant donné que c'est le programme franco-américain, je voulais savoir si vous avez une préférence. Vous préférez la France, n'est-ce pas? À tous les pays. J'ai été dans tous les pays du monde. J'ai été sur tous les continents. Et pour moi, évidemment, c'est la France, c'est Paris et la Côte d'Azur. Et c'est le numéro 1. Où mon cœur bat le plus fort. Et où vous êtes donc, vous êtes né ou vous avez été éduqué? Où j'ai passé la plus grande partie de ma vie, où j'ai fait mes études. J'ai refait des licences de linguistique appliquée, d'enseignement de la langue française, la littérature, une maîtrise de littérature française et puis jusqu'au doctorat de littérature et de linguistique appliquée. Ok, merci beaucoup. Oui, non, c'est bon. Ok, donc c'était Sonia Grimani et elle va maintenant nous parler de Simone Signoret, de la vie de Simone Signoret, la comédienne, l'écrivain, et puis sa vie privée. C'est ça un petit peu. Vous allez parler un petit peu de sa vie active longtemps, n'est-ce pas? Oui. Étant donné que c'est une grande partie de sa vie. Oui. Ok, nous revoilà. Nous allons parler maintenant de Simone Signoret. Je pense que tout le monde connaît Simone Signoret. C'est une grande actrice, on peut même dire que c'est une star. Oui, c'est une star. Qui, vers la fin de sa vie, est devenue écrivain, n'est-ce pas? Oui. Et nous allons aussi un peu parler de sa vie privée, qui est sa vie avec Yves Montand. Et je crois une quatrième partie, c'était peut-être sa vie familiale, je ne sais pas. C'était je crois sa carrière de... Ce qui est intéressant chez Simone, c'est aussi sa carrière de politique, de femme
militante pour les droits de l'homme. Ça, c'est très important. Est-ce qu'elle est, quand vous dites les droits de l'homme, est-ce qu'elle est communiste, c'est ça? Elle n'était pas communiste. Disons qu'elle était de gauche. D'accord. Elle a donc toujours suivi un petit peu le mouvement de la gauche. Est-ce que son intérêt politique est venu vers la fin de sa vie? Son intérêt politique est venu dès sa rencontre avec un groupe qui s'appelait le groupe Octobre au Café Flore en 1941, lorsqu'elle a rencontré Jacques Prévert. Ils étaient tous politiques, c'est ça? Ils étaient tous politisés du fait de la guerre et de la résistance. Donc ça fait très longtemps, Donc ça fait très longtemps. Et donc elle a épousé Yves Allégret, qui également faisait partie du groupe politique. Est-ce qu'elle est restée politique toute sa vie? Elle est restée militante. Elle a toujours, jusqu'à la fin, ses derniers jours, jusqu'à son dernier souffle, disons. On peut aller jusque-là. Elle a été préoccupée par les droits de l'homme, la justice dans le monde. Elle a défendu toutes les causes valables. Une femme admirable. Une femme admirable à tous les points de vue. Quand vous dites militante, c'est-à-dire qu'elle allait dans toutes les démonstrations? Elle allait dans les démonstrations. Elle était déjà très très malade. Elle est partie quand même dans la foule à côté de personnages comme Simone Veil, Yves Montand, oui, je me rappelle, et d'autres donc pour la libération des réfusniks en Russie. Des problèmes internationaux? Absolument. À côté de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. C'est qu'à Paris, vous savez, même si on n'est pas politique, on devient politique. Je ne sais pas si vous avez la même expérience que moi, mais moi qui n'ai jamais été politique, je suis entraînée par la foule et je deviens... Oui, c'est peut-être ça, mais c'était surtout chez Simone, c'était ce désir de justice qu'elle avait. Un peu plus que les autres, peut-être. Beaucoup plus que les autres, et puis c'est justice pour tous les peuples, à tous les niveaux. D'accord. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'elle faisait? Enfin, elle n'allait pas dans les démonstrations. Est-ce qu'elle écrivait Elle a écrit pour eux, elle a signé des centaines, des milliers de pétitions. Elle a été en Russie, mais elle a regretté ce voyage en Russie quand elle a vu donc en 1900. C'est-à-dire qu'ils ont été invités parce qu'Yves Montand a été invité à chanter donc en Russie, mais tout de suite en 1956 il y a eu l'invasion donc de la Hongrie. Donc elle s'est rendue compte qu'elle a peut-être fait fausse route, et après cela, petit à petit, elle s'est détachée un petit peu de cette attitude, disons, trop de gauche, parce qu'il y a aussi eu le Printemps de Prague. Elle a tourné un film qui s'appelait L'Aveu, avec Yves Montand, qui est l'histoire de... Est-ce qu'elle est devenue actrice grâce à Yves Montand? Non, pas du tout. Non, bien avant Yves Montand. Je dirais peut-être que... Il ne va pas m'en vouloir. C'est le contraire. Yves Montand est peut-être devenu acteur grâce à Simone Signoret, parce que Yves Montand est connu comme fantaisiste. D'accord, mais cette femme tout à fait, disons peut-être exceptionnelle, vous dites qu'elle a été dans la politique et puis qu'elle était actrice avant Yves Montand, mais comment est-ce que cette femme est rentrée dans aussi la comédie? Enfin, pour devenir comédienne, il faut quand même avoir des connexions. Est-ce que c'est parce qu'elle était politique? Non, pas du tout. C'était donc au début de la guerre. Elle était de père israélite. Son nom est Kaminker, de mère française. Et donc, au lieu de se cacher, en fait, elle s'isolait un petit peu au Café Flore. Et là, elle a fait des rencontres extraordinaires avec Aragon, avec Jacques Prévert, qui étaient des grands écrivains, avec Blin, et Allégret était un metteur en scène. Jacques Prévert, c'est des intellectuels. Les intellectuels de gauche se retrouvaient au Café Flore, comme Jean-Paul Sartre. Et là, elle a rencontré Yves Allégret, qui l'a engagé éventuellement pour un film. Son tout premier film était... elle a fait de la figuration, elle a fait elle a joué de petits rôles, de tout petits rôles. Mais même dans ces petits rôles, elle avait un visage tellement extraordinaire, comme vous allez le voir tout à l'heure. On va d'ailleurs la montrer, c'est ça, c'est Simone Signoret, voyez là. Alors, ça c'est beaucoup plus tard. Je voudrais vous la montrer dans toute sa splendeur. De jeunesse, c'est ça? De jeunesse. Regardez, cette femme à 20 ans. Elle avait un visage extraordinaire, des yeux roux, des yeux verts en amande. Est-ce que j'ai des yeux roux? Des cheveux roux, des cheveux à la Lyon.
lionne. D'ailleurs, Jacques Prévert l'appelait ma petite lionne. Oui, elle était belle, quoi. Elle était très belle, des yeux verts en amande, des yeux extrêmement expressifs, profonds, intelligents, spirituels, mystiques, enfin, toutes les qualités qu'on peut trouver dans une femme aussi extraordinaire. Donc la voilà à 20 ans, la voilà faisant de la figuration au bas de la page, je ne sais pas si vous pouvez la voir. C'est ça, oui, voilà, et ici donc la voilà déjà dans Dédé d'Anvers au-dessus. C'est son premier grand rôle qu'elle a tourné pour Allégret. Oui, elle est très belle. Là aussi, vous avez la voilà dans Manège de nouveau. Elle joue les rôles de femme légère. Elle était déjà mariée à Yves Montand, là? Non, pas du tout. Ça, c'est bien avant. Ça, c'est en 1947. Elle a rencontré Yves Montand que beaucoup plus tard, vers 51. Donc, ça, c'est donc l'époque de Yves Allégret. L'époque du Café Flore. Et qui était Yves Montand s'il n'était pas encore acteur? Yves Montand était le grand chanteur fantaisiste, celui qui a chanté et qui a lancé la chanson Les Feuilles Mortes de Jacques Prévert. Voilà, c'est ça. Donc c'est comme ça qu'ils se sont connus? Non, ils ne se sont pas connus. Ils se sont connus, c'est pas un mystère, ils se sont rencontrés à Saint-Paul-de-Vence en 1949 à l'hôtel qui s'appelle la Colombe d'Or. Est-ce que c'était Non, je ne pense pas. C'était pendant des vacances ou un court séjour de repos pour l'un et pour l'autre. C'était tout à fait romantique. C'est tout à fait romantique. Yves Montand est passé quelques jours là-bas pour se reposer après une tournée. Et elle est venue se reposer là. Et ça a été le coup de foudre extraordinaire. Ils ne se sont plus quittés. D'accord, pendant 40 ans. Et ils se sont mariés donc en 51. Et puis après cela, ils ont vécu jusqu'à sa mort. Voilà, c'est ça, donc 40 et quelques années. Elle est morte le 30 mars 1985, donc c'est quand même un long périple ensemble. Oui, on devrait mentionner qu'il s'est vite rétabli de sa mort, étant donné que maintenant il est papa et qu'il est avec une jeune de 28 ans. Ça, elle doit se retourner dans sa tombe peut-être. Je ne pense pas. Non, sachant la personne qu'elle est, elle n'aurait voulu qu'une chose, c'est que son mari, qu'elle adorait, qu'elle aimait, et quand on aime quelqu'un, on est prête à le voir et le voir heureux. Et s'il est heureux comme ça, je suis sûre que Simone Signoret, si elle nous entend, ou si elle l'entend, ou si elle le voit, elle ne sera qu'heureuse pour... Bien sûr, oui. C'était une femme de très grand cœur. Non, mais il ne s'est pas assombri dans le désespoir et à je pense que oui. Je pense que ça a été un très gros choc pour Yves Montand. Pendant un an, peut-être. Pendant pas mal de temps, il a rencontré cette petite jeune fille très très gentille, qui reste d'ailleurs toujours dans l'ombre, qui est très modeste, qui ne veut absolument pas le limelight. Pas de publicité. Pas être du tout dans, comment dirais-je, comme actrice ou se faire voir du tout. Elle est toujours derrière lui, mais elle lui donne le support moral et peut-être elle l'a aidé à surmonter cette énorme perte qu'est la perte de Simone Signoret, cette femme extraordinaire. Ok, on va parler peut-être très rapidement de sa carrière comme écrivain. Oui, pouvez-vous nous parler? Oui, là, elle était déjà... Là, elle est avec Yves Montand. Et là, vous la voyez, je ne sais pas si vous la voyez là. Oui. Là, elle est dans ses démonstrations. C'est sa dernière photo. C'est sa Ses dernières photos, d'accord. C'est sa dernière photo. Donc, cette dernière démonstration, vous la voyez ici avec Simone Veil et Yves Montand. Et la photo en dessous, c'est lorsqu'ils ont reçu Valéza à Paris. D'accord. Celui qui a eu le prix de la paix, c'est ça? Exactement, le prix Nobel de la paix. Voilà, le voilà là. Donc là, vraiment, elle est militante. En fait, sa dernière, si vous voulez dire, sa toute dernière activité a été de travailler pour SOS, racisme, et ne touche pas à mon pote. Voilà, c'est elle qui a lancé cela, et ça, c'est extraordinaire. Ah bon, elle faisait peut-être elle faisait une contribution à ce groupe. Elle était marraine, elle a fait le parrainage de Ne touche pas à mon pote. Oui, qui sont passés à San Francisco il y a 2 ans. Ah, très bien. Non, mais mais ce groupe justement a fait faillite dernièrement, peut-être après sa mort, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas s'ils ont fait faillite. Voilà, c'est ça. Mais c'était donc pour donner le droit, le racisme, voilà. C'était pour combattre le racisme. Voilà, le racisme dans le monde. Je vous montre cette photo-là. Là, c'est sa fille au moment de ses funérailles. Ah oui. Voilà, vous avez Catherine Allégret, qui est la fille qui ressemble d'ailleurs comme 2 gouttes d'eau à sa mère, à sa maman, qui est également comédienne. Et vous avez Yves Montand à côté. Et là, vous avez la dernière photo de Simone Signoret. C'est une photo très touchante.
je dirais qu'elle a vieilli, mais elle a vieilli avec beaucoup d'élégance. Vous trouvez, je pense que son visage a vraiment... Oui, mais elle a toujours dit que mes rides montrent que j'ai vécu, et j'ai vécu admirablement bien. Et j'ai eu des douleurs, et j'ai eu des moments sereins, j'ai eu des bonheurs. Elle a eu une seule fille, c'est ça? Elle a une seule fille, et tout ça se voit sur mon visage. D'accord. Est-ce que vous pouvez peut-être mentionner les livres qu'elle a écrits? Oui, elle a écrit, son tout premier livre s'appelle La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Un livre qui a été décrié, qui a été critiqué parce qu'on a dit qu'elle a eu un nègre pour écrire ce livre. En fait, comme le font beaucoup d'actrices, elle a d'abord commencé à dicter à quelqu'un, à Maurice Ponce, qui est un écrivain très connu, un poète. Et puis quand elle a relu le texte, elle n'a pas aimé du tout, étant la femme qu'elle était, donc une femme indépendante qui voulait absolument dire ce qu'elle avait dans la tête et dans le cœur, parce que c'était ça, Simone Signoret est avant tout une femme de tête et de cœur. Elle a entièrement réécrit La nostalgie. Ok, et quelle est son œuvre la plus connue, enfin la plus célèbre? Après, ce que je voudrais expliquer, c'est qu'après La nostalgie, elle a publié un petit livre qui s'appelle Le lendemain, elle était souriante, où elle explique justement les déboires de son premier livre, les accusations. Elle a été en procès, mais elle a évidemment gagné son procès. Et puis, beaucoup de détails de cette femme, des détails intimes sur les gens avec lesquels elle travaillait, parce qu'elle aimait tout le monde. Elle aimait autant les caméramans, les techniciens, que les acteurs, les producteurs, les metteurs en scène, les riches, les pauvres. Pour elle, il n'y avait qu'une chose, c'était l'être humain. Et son tout dernier livre, elle a mis 16 mois à l'écrire, s'appelle Adieu Volodia, qui est devenu un best-seller en 1985 en France. Et elle a mis 16 mois à l'écrire, comme je l'ai dit avant. Et c'est un livre, c'est une saga. C'est une saga qui parle de petites gens réfugiés de la Russie, de la Pologne, qui ont subi des pogroms et qui viennent en France pour trouver une terre d'asile, une terre où ils espèrent retrouver la paix qu'ils n'ont jamais connue. Ce livre va de 1922 jusqu'au début de la guerre, donc de la Deuxième Guerre mondiale, 1941, 40-41. C'est un livre admirable que je conseille à tous de lire. Il existe en français, il existe en anglais. C'est un best-seller en Angleterre également, et je pense qu'il le deviendra ou il le sera également aux États-Unis s'il ne l'est pas déjà. D'accord. Ok. Elle a donc passé par toutes ces étapes. C'était donc une présentation un petit peu sur la vie de Simone Signoret. Et maintenant, Sonia va nous chanter 2 chansons, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et quelles sont les chansons? Je chanterai une chanson qui est une chanson américaine, mais que je chante en français, en écoutant mon cœur chanter. Et l'autre? Et l'autre, c'est une chanson de l'Amérique latine, Acerca Temas.